Bonjour, puis je remercie encore Jean-Dominique pour l'invitation. Je veux terminer ma journée, une belle journée à l'intérieur puis à l'extérieur, donc je vais être un peu rapide. Je suis stressée, je n'aime pas ça, mais je veux essayer de terminer puis que ça soit un peu clair. Donc, je veux parler du soutien social et les patients insuffisants cardiaques. Je commence par une petite histoire de cas lors de mon stage comme infirmière praticienne à l'Institut cardiologie, puis après les impacts de l'insuffisance cardiaque sur le patient et sa famille, quels sont leurs besoins, puis je définis le soutien social, les différents types de soutien social, puis comment on peut évaluer le soutien social de la personne et de la famille, puis je termine avec une petite réflexion, si c'était à refaire, qu'est-ce que j'aurais pu amener, puis avec une petite conclusion. Donc, mon stress, ça va commencer à diminuer un peu. Donc, il s'agit de madame de 49 ans qui est mariée depuis 27 ans, admise à l'Institut en 2008, diagnostiquée insuffisance cardiaque. Sa fraction d'éjection était 10 à 15 %. Elle n'est pas connue MCAS, puis comme antécédent, elle avait seulement dyslipidémie. Elle fume depuis longtemps, puis ça fait seulement un mois qu'elle a arrêté. Puis elle prend des médicaments, Coumadin, aspirine, Coreg, Aldactone, Altas, puis Lipitor. De point de vue son génogramme, on voit qu'elle est mariée depuis 27 ans. Son mari est âgé de 55 ans, antécédent pneumonie, puis il fume depuis 40 ans. Ses parents à madame sont décédés. Elle a 2 sœurs qui ont été décédées la même année en 2008. Sa sœur, la plus récente, ça faisait seulement 3 mois ou 4 mois qu'elle a décédé de maladie de Hodgkin. Elle a un frère qui reste à Montréal, diabétique, dyslipidémie, hypertendu, puis elle a un seul rein fonctionnel. Puis elle a une sœur qui est en bonne santé, mariée, elle a 2 enfants, mais elle reste à Ontario. De point de vue son EcoCart, son réseau de soutien, elle a une bonne relation avec sa sœur puis son frère. Surtout depuis la mort de ses 2 sœurs, sa relation avec son frère a augmenté de plus en plus. Donc, sa sœur, elle l'appelle souvent. Elle ne la visite pas souvent parce qu'elle demeure à Ontario loin. Puis son frère, il vient. Puis quand son mari est occupé, c'est lui qui va prendre la relève. Elle a une bonne relation avec des amis. Quand il n'y a personne qui peut l'amener chez le médecin ou à l'épicerie, ce sont ses amis qui vont le faire. Elle a une bonne relation avec les collègues de travail. Elle faisait beaucoup de marches, d'exercices avant son insuffisance cardiaque, mais depuis l'insuffisance cardiaque, ça a été limité. Elle marche seulement 5 à 10 minutes par jour. Avant, elle marchait minimum 1 heure par jour. Donc, on sait que l'insuffisance cardiaque a un impact sur l'état physique. Toute la journée, on a parlé de l'état physique de la personne, mais a aussi un impact sur l'état psychosocial de la personne. Il y a premièrement la peur de mourir, la peur d'être invalide, de ne plus être capable de reprendre leur travail, de ne plus reprendre leur activité sociale, même leurs relations sexuelles. On voit que la vie conjugale est affectée, donc il y a changement de rôle. Puis on sait que les patients insuffisants cardiaques, ce n'est pas seulement les personnes qui ont 70, 80, il y a des gens qui ont 40 ans, 35 ans, qui sont insuffisants cardiaques. Les gens qui prennent la drogue, ils peuvent avoir à 35 ans une insuffisance cardiaque. Donc, il y a toute une famille, ils doivent être présents pour cette famille, donc ils ont peur de mourir. Il y a un sentiment de vulnérabilité, un sentiment de désespoir, parce qu'ils sont toujours essoufflés, pas toujours, mais parfois ils sont essoufflés, ou ils sentent la fatigue à cause des médicaments ou à cause de leur insuffisance cardiaque. Donc, il y a une limitation des activités. Donc, il y a une diminution de leur qualité de vie. Puis, on voit que, à cause que je suis fatiguée, ou un peu essoufflée si je marche, mais je ne veux plus sortir. Comme Jean-Dominique, il a dit, ceux qui prennent des diurétiques et puis ils urinent beaucoup, donc ils vont rester plus chez eux. Ils ne vont pas aller au restaurant avec des amis. Donc, ça va affecter encore leur qualité de vie. Ça peut amener à une diminution de l'adhérence au traitement. Ça peut amener à des réhospitalisations. Donc, si le patient ne prend pas ses médicaments ou il ne fait plus d'exercice qui est important pour sa qualité de vie, mais il y a réhospitalisation, morbidité, puis il y a dépression. C'est quoi les besoins des patients insuffisants cardiaques? Ils ont besoin de sentir qu'ils sont autonomes. Une personne qui a 30 ans ou 40 ans, qu'elle était toujours, c'est elle qui fait tout à la maison, c'est elle qui s'en occupe
de sa famille, puis tout d'un coup, elle est malade, elle ne peut rien faire. Donc, elle a besoin d'être autonome. Elle a besoin d'avoir un sentiment qu'elle est capable de reprendre ses activités, de reprendre sa vie, de retourner au travail ou de profiter de sa retraite s'ils avaient un plan à faire durant leur retraite. Ils ont besoin des informations. On regarde l'insuffisance cardiaque, les symptômes, comment maîtriser la maladie, quand rechercher de l'aide, est-ce qu'ils peuvent reprendre leur vie, leur relation sexuelle. Ma patiente, c'était ça leur souci, est-ce qu'elle peut reprendre leur vie sexuelle. Puis ils ont besoin de présence, ils ont besoin des gens qui les appuient, qui augmentent leur morale, qui facilitent les tâches ménagères si eux ils ne peuvent pas le faire. Ils ont besoin des gens qui les amènent chez le médecin ou à d'autres endroits. Donc d'où la nécessité du soutien social. Le soutien social, c'est le résultat de l'intégration de l'individu dans différents réseaux qui lui donnent un appui. Ça peut être un appui cognitif, normatif, affectif et matériel que je vais parler un peu plus tard. Donc c'est une variété de ressources que la personne utilise pour faire face aux difficultés de la vie. Donc lorsqu'on a une problématique, on a des ressources internes, c'est notre perception, croyance, connaissance, mais on a besoin des ressources externes, c'est le réseau de soutien, c'est des moyens qu'on peut utiliser pour nous aider à faire face à la maladie. Il est important d'évaluer le soutien social, mais pas seulement de dire, OK, il a un soutien, il a des proches, il a des amis, mais comment il perçoit ce soutien? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est approprié pour eux? Donc, les différents types de soutien social, on a le soutien affectif. Donc, ici, c'est l'expression d'une affection positive, d'être disponible, d'être empathique, le caring. Le soutien normatif, où on touche plus l'estime, c'est appuyer la personne. C'est que la personne elle doit sentir qu'elle est importante, qu'elle est comme avant, elle n'a pas changé. Elle a besoin d'encouragement. Le soutien cognitif, c'est l'information, c'est donner des conseils, c'est partager des expériences et des connaissances, puis d'aider la personne à résoudre le problème. Puis finalement, il y a le soutien matériel ou instrumental, c'est le soutien financier. On sait quand on devient malade, il y a des médicaments, il y a des gens qui n'ont pas des assurances, ça coûte, donc ils ont besoin d'un soutien financier, de transport ou les tâches ménagères, ou de faciliter l'accès à certaines ressources, le CLSC ou la popote roulante ou d'autres ressources appropriées aux patients. Le soutien social, oui, il est important. Ça a montré, on a parlé aujourd'hui, Jean-Dominique, plusieurs personnes, que ça a été démontré que si la personne était mariée ou elle a des proches, des amis, il y a une meilleure adhérence au traitement. Donc, il a un impact positif, ça augmente l'estime de soi, ça facilite l'assiduité au traitement, on répète toujours la même chose, ça diminue le séjour à l'hôpital, ça diminue même les événements coronariens, la dépression, la mortalité, ça améliore la qualité de vie. Parfois, il y a un soutien social, mais il est inefficace, inapproprié. Ça peut donner un impact négatif. Ça peut faire des barrières, comme ça peut entraîner des conflits, des valeurs, des croyances. Par exemple, on sait, si moi, mon mari tombe malade, puis il est insuffisant cardiaque, j'ai peur qu'il meure, mais je veux être présent. Je veux lui dire, faire ça, ne pas faire ça. Non, il faut faire ça. Donc, ça peut entraîner une surprotection. Pour certaines personnes, la surprotection peut les valoriser, ils aiment ça, ils sentent que l'autre personne prend soin d'eux, ça va les motiver, mais pour certaines personnes, ça les démotive, ça les dévalorise, puis ils vont plus faire les affaires, ils vont rester, ils vont dire, puisque c'est elle qui me dit toujours quoi faire, mais je ne veux rien savoir, puis il va y avoir une mauvaise adhérence au traitement. Parfois, il peut y avoir des conflits des valeurs, parce que souvent, on rencontre le patient, il n'y a pas la famille, mais la famille, elle ne sait pas qu'est-ce qu'on a dit. Le patient, il ne dit pas, mais il peut y avoir une communication négative, donc ça ne va pas aider au bon adhérence au traitement. Donc, parfois, les gens, il y a un manque de coopération, d'intérêt, donc le soutien social peut être négatif.